Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de The Big Shift. Et puis salut à toi Mélusine. Salut Xavier, merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir, t'as bravé la pluie, ça fait 5 jours qu'il fait hyper beau, on enregistre ça au sortir des fameux ponts de mai où d'ailleurs vous avez été très peu nombreux à écouter The Big Shift. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de soleil sur ce week-end-là, donc il va falloir vous rattraper. On enregistre cet épisode, il pleut, mais ça va, c'est le début du printemps, de l'été, on a l'impression un peu, donc on s'en formalise pas trop. Aujourd'hui, je suis assez content d'enregistrer cet épisode parce que on est sur une série de 3 épisodes où j'ai envie de parler un peu plus de comment est-ce qu'on fait pour parler de la transition écologique plutôt que juste sur la partie agir. On a enregistré un premier épisode avec Amélie Deloffre sur Parlons Climat en essayant de déterminer quelles étaient les meilleures façons d'aborder les sujets en fonction des différentes familles de valeurs des personnes avec qui on échange. Donc en fait, quels sont les discours qui marquent en fonction de la personne à qui on s'adresse. Avec toi, j'ai envie qu'on parle des biais cognitifs, des freins psychologiques à la transition écologique. Et tu vas te présenter et j'en vais comprendre pourquoi c'est toi qui discutes de ce sujet-là. Et puis cet après-midi, j'enregistre avec Théodore Talent et sur un sujet un peu plus sur les co-bénéfices de la transition écologique et puis l'acceptabilité pour les populations de la transition écologique. Et donc voilà, j'ai un petit triptyque là que je trouve assez sympa sur la partie plutôt psychologique de cette transition qui va être hyper intéressant. Je vous les mettrai d'ailleurs dans une playlist commune, je pense, pour que vous puissiez les écouter ensemble. Et ben écoute, c'est parti, essayons de démarrer, de démêler tous ces gros sujets de freins psychologiques. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Mélusine ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, moi, je fais une thèse à l'ENS dans le département de sciences cognitives et je m'intéresse entre autres aux freins psychologiques à la transition. Et donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que malgré une prise de conscience généralisée des enjeux climatiques et puis même des enjeux écologiques plus larges, pourquoi est-ce qu'on n'observe pas une transformation radicale des modes de vie ? Pourquoi est-ce qu'on peut observer parfois un fossé entre nos intentions de protéger le climat d'une part et nos actions d'autre part, et surtout donc, de faire ce diagnostic de quels peuvent être au niveau psychologique des freins et surtout quelles peuvent être des solutions à mettre en place. Une fois qu'on a compris quels sont ces freins, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on essaie de passer à l'action, et ce qu'on peut améliorer, par exemple l'offre de politique publique ou même en tant qu'entreprise, en tant qu'association, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les sciences cognitives pour mettre en place des programmes plus efficaces pour accélérer la transition écologique. Ok, t'as rendu ta thèse il y a 15 jours. Tout à fait. Félicitations. Merci beaucoup. On a annulé d'ailleurs notre premier épisode parce qu'on était tous les deux malades et ça devait être le lendemain ou le surlendemain de ton rendu, je pense. Exactement, c'était la maladie post-rendu de thèse, ouais, où tout s'effondre. le soulagement des muscles, etc. Tout qui lâche. Est-ce que tu as toujours eu envie de bosser sur ces sujets-là ? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là ? Alors, pas du tout. Moi, j'ai eu un parcours assez sinueux pour en arriver là. Moi, j'ai fait ma licence aux États-Unis où j'étudiais déjà, je m'étais déjà intéressée à l'écologie, à l'environnement. Mais au début, j'ai fait un diplôme de business, enfin d'économie et de business. Et donc, moi, j'ai commencé en me disant, en fait, les entreprises, elles ont un pouvoir d'action énorme. On va pouvoir changer le secteur de l'énergie de l'intérieur. Et donc, mon premier boulot, c'était dans un fonds d'investissement à New York, spécialisé dans les énergies et surtout dans le pétrole et le gaz. Donc voilà, avec du flair. Voilà. Ma première année, je l'ai donc passée à structurer des investissements dans ce secteur-là. C'était dans le contexte de l'explosion du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis. Et je voulais vraiment essayer de comprendre de l'intérieur toute cette industrie fossile et pour voir quels pourraient être un peu les leviers de changement et tout ça. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, une entreprise toute seule va pas changer. En fait, quand tout un système économique est façonné de manière à pousser les entreprises à exploiter les ressources fossiles, à créer plus de profits, etc., il est extrêmement rare de voir une entreprise shifter indépendamment. Les conditions ne sont pas du tout remplies pour que ça se passe. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'était de voir que j'avais tous des collègues qui étaient par ailleurs des gens extrêmement charmants, extrêmement gentils,
mais est conscient souvent de la crise climatique, mais dont la carrière était de sortir le plus de pétrole du sol aux États-Unis. Et donc assez vite, force de ce constat, je me suis dit je pense pas que le business seul puisse répondre à ces questions. Donc je me suis d'abord orientée vers un master d'économie en me disant voilà, c'est la politique climatique, c'est la taxe carbone, c'est ce genre de choses qu'il faut étudier, qu'il faut mettre en place pour résoudre ces problématiques. Et pareil, dans mon master d'économie, donc il y avait tous ces outils géniaux créés par des économistes qui expliquent en rapidement comment un système de cap and trade, d'échange de quotas carbone pourrait résoudre la crise climatique, qu'une taxe carbone progressive serait la solution phare, etc., etc. Et je me suis dit, mais en fait, on a toutes les solutions d'un point de vue politique. On a tous les outils démocratiques, entre guillemets, pour le faire. Et pourtant, ça passe pas. Pourtant, on n'arrive pas à changer le système. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est un petit peu avec cette idée en tête que j'ai pris par hasard un cours de sciences cognitives. Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait étudier de manière très systématique la psychologie des individus et notamment la psychologie sociale. Donc, comment est-ce qu'un individu dans un groupe en relation avec d'autres personnes se comporte. Et donc, c'est après ce petit chemin sinueux que je suis arrivée aux sciences cognitives et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut étudier, ce qui, moi, m'intéresse, la question qui me passionne, c'est quels sont les freins du passage à l'action et les solutions à mettre en place. Ouais, ok. Je comprends. Hyper intéressant. Quand je préparais cet épisode, je suis tombé donc sur une info de l'ADEME qui m'a fait marrer et je me suis dit tiens, ça serait intéressant de voir ce que toi t'en penses dans cet épisode où ils disent en gros les Français dénoncent l'hyperconsommation de leurs concitoyens et considèrent leur propre mode de vie sobre. Donc c'est-à-dire il y a 83% qui pensent aujourd'hui en France que les gens consomment trop et quand on leur dit est-ce que vous consommez trop, il y en a 28% qui estiment qu'ils consomment un peu trop. Donc ça veut dire qu'en soi on est 83% à penser qu'on est mieux que nos copains. Est-ce que ça, c'est un biais? Comment ça marche? Alors ça, effectivement, c'est un phénomène qui est assez connu et qui n'est pas uniquement dans le domaine climatique. Si on pose la question, est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne? Mais il y a souvent 80% des gens qui estiment qu'ils conduisent mieux que la moyenne, ce qui évidemment n'est pas possible. On ne peut pas avoir plus de la moitié des gens en tout cas plus de la moitié des gens qui conduisent mieux que la médiane du moins. Et donc cette tendance qu'on a à avoir une perception de nous-mêmes qui est un peu gonflée, améliorée, c'est un phénomène qui est assez généralisé. Ce qu'on appelle, alors en anglais, je vais dire peut-être un certain nombre de mots anglais, parce que ta ville préférée, c'est Oxford. Parce que ma ville préférée, c'est Oxford. Et parce que aujourd'hui, le champ des sciences cognitives est quand même énormément en anglais et que moi, ma thèse, je la fais entièrement en anglais. Ok, donc tu es excusée. Merci. Si jamais j'ai les traductions qui me viennent en tête, voilà, et j'essaierai de faire la traduction. Mais donc, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le better than average effect, donc le meilleur que la moyenne. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de domaines, et notamment dans le climat. Une doctorante de mon laboratoire, Aurore Grandin, a notamment étudié ça sur l'empreinte carbone, où les gens ont tous l'impression qu'ils ont tendance à sous-estimer leur empreinte carbone. Et plus on a une empreinte carbone qui est importante, souvent plus on a tendance à la sous-estimer, parce qu'on ne se rend pas compte que si on a pris 3 fois l'avion cette année, on est bien au-dessus de la moyenne des Français. Et donc c'est quelque chose qui se voit partout et qui peut évidemment être un problème, parce que si on a l'impression qu'on est en dessous de la moyenne, eh bien peut-être qu'on va être moins actif pour... on a l'impression qu'on a fait sa part, quoi. Voilà, exactement. On a l'impression qu'on a fait sa part. Et donc cette distorsion de la perception, elle peut être due à 2 choses. Une première partie, c'est notre tendance à vouloir diffuser une bonne image de nous-mêmes, ce qui évidemment est important. On est une espèce sociale, on a envie que les autres gens nous perçoivent de manière positive. Surtout sur des sujets de fierté. Tu parlais de la voiture, c'est très difficile d'admettre qu'on conduit mal. Oui, voilà, exactement. Si c'est des sujets où tout le monde s'en fiche un peu sur qui sait faire les meilleurs coloriages en verre, c'est pas très grave d'être en dessous de la moyenne, mais sur bien conduire ou se préoccuper de la planète, tous des sujets moraux, on a tendance à vouloir avoir une bonne image, et donc c'est notre volonté de véhiculer cette bonne image, elle peut parfois nous pousser à tordre un peu l'image qu'on a de nous-mêmes pour pouvoir en parler positivement. Ça, c'est une chose. Et l'autre partie du problème, c'est que, imaginons, je demande, Xavier, est-ce que tu consommes plus que la moyenne ?
eh bien, ce qui va peut-être... Certainement pas. Certainement pas, déjà. Mais ce qui va peut-être te venir à l'esprit, c'est des exemples un peu extrêmes qui sont plus mémorables. Donc, si je te demande, est-ce que tu prends l'avion plus que la moyenne, ça peut être plus facile pour toi de penser tout de suite au jet privé de Taylor Swift et te dire, clairement, par rapport à Taylor Swift, je suis bien en dessous. Parce que c'est quelque chose qui est très marquant, c'est une information qui est facile à aller chercher dans son cerveau. Et donc, ça va être peut-être ton point de comparaison et tu vas dire, par rapport à ça, je suis en dessous. Mais par contre, tous les gens qui n'ont jamais pris l'avion dans leur vie, tu vas moins facilement y penser parce que c'est pas visible, c'est pas aussi marquant comme information. Et donc, ça peut un peu tordre la perception de la réalité. Comme si je te demande, est-ce que tu conduis mieux que la moyenne ? Tu vas peut-être penser qu'aux gens qui font plein d'accidents, et donc tu vas te comparer à eux et pas vraiment aux conducteurs moyens. Et donc ça, c'est des raisons pour lesquelles on peut avoir un peu ces biais de perception. Et hyper intéressant, on a plongé en plein dedans. C'était c'était vraiment ce que j'avais imaginé de cet épisode. Si on revient un peu à la base, c'est quoi les sciences cognitives et c'est quoi les biais cognitifs qui s'imposent à nous ? Oui, c'est vrai que j'aurais pu commencer. Non, mais c'est ma question qui t'a mis dedans. Alors, les sciences cognitives, c'est l'ensemble des disciplines qui étudient la cognition et le comportement humain. Et donc, la cognition, c'est tous les systèmes dans notre cerveau. Donc, pour le dire de manière plus accessible, plus facile, la cognition, c'est par exemple tout ce qui peut être décrit par je pense, je ressens, je rêve, etc. Mais tous ces états mentaux-là, ça fait partie de la cognition. Et donc, on a les sciences cognitives, ce qui les rend un peu uniques dans les champs scientifiques, c'est que c'est vraiment une approche interdisciplinaire de la compréhension du cerveau et du comportement humain. Donc, quand on fait des sciences cognitives, on fait de l'anthropologie, de la philosophie, des neurosciences, de la psychologie, de la linguistique, etc. Donc, c'est vraiment une manière d'aborder ce problème de façon croisée et qui, pour moi, est très riche parce que le comportement humain, la cognition est un phénomène tellement complexe. En fait, de le voir d'un seul prisme, souvent, c'est pas suffisant pour appréhender tous ces enjeux. Donc voilà, donc ça, c'est les sciences cognitives et puis les biais cognitifs dont on entend souvent parler, de plus en plus souvent, peuvent être décrits comme certains mécanismes de notre cerveau qui produisent des comportements et qui souvent on appelle ça des biais cognitifs parce que si on était des êtres purement rationnels, eh bien, on n'aurait pas ce comportement. Par exemple, vous avez peut-être déjà eu l'illusion d'optique de voir un visage dans un nuage. On a tendance à percevoir des visages là où il n'y en a pas. On pourrait appeler ça un biais cognitif. Et si on était purement rationnel, eh bien, on ne verrait pas de visage là où il n'y en a pas. Donc, ça peut être ça. Alors, moi, dans mon laboratoire, dans mon champ, comme moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie qu'on appelle parfois évolutive ou évolutionnaire. Donc, je m'intéresse à la manière dont l'évolution a façonné le cerveau et donc les mécanismes cognitifs de Homo sapiens. Eh bien, moi, j'ai tendance à moins utiliser la phrase biais cognitif, parce que biais cognitif, il y a parfois une connotation un peu négative c'est un échec de notre rationalité, c'est un échec d'avoir ce biais, alors que si on se place dans une perspective plus d'évolution, plus adaptative, en fait, on se rend compte que tous ces biais, tous ces mécanismes, en fait, ils sont là pour une raison, et ils sont là pour répondre à des besoins spécifiques des humains dans leur environnement. Donc, par exemple, le fait qu'on a tendance à mieux mémorer des visages qu'un code PIN à 4 chiffres, eh bien, c'est utile pour les humains parce que les visages, c'est de l'information qui a été pertinente pour nous depuis des milliers et des milliers d'années. Et donc, c'est très important de pouvoir reconnaître quelqu'un après l'avoir vu une seule fois, de le reconnaître après 10 ans, de reconnaître même si cette personne a un peu changé. Donc, on est très, très fort pour reconnaître des visages. Par contre, un code PIN à 4 chiffres, ça, c'est pas quelque chose qui, d'un point de vue évolutionnaire, a été très pertinent. Et donc, notre mémoire, elle n'est pas faite pour aussi bien se mémorer une suite arbitraire de chiffres. Alors, il y a un truc en plus particulier pour la partie dérèglement climatique, c'est que les effets de notre action sont collectifs, c'est-à-dire que si on s'améliore, on a des effets qui bénéficient à tous.
En revanche, le coût semble être beaucoup plus individuel. En tout cas, dans ce qu'on vient de dire, là, c'est un peu ça. Donc, on a toujours l'impression qu'on est meilleur que la moyenne. On a l'impression qu'on fait notre part, qu'on fait nos efforts, mais que ça profite à tous. Et du coup, c'est très difficile de valider que ça a du sens parce qu'on fait un effort soi-même pour profiter à toute la collectivité. Comment est-ce que, du coup, comment est-ce que tu le concrétises dans tes recherches ? Oui, donc ça, c'est tout le problème de la coopération. Donc moi, c'est vraiment l'enjeu qui m'intéresse énormément, toute cette partie sociale, en fait, du changement climatique. Donc c'est exactement ce que tu disais. Contrairement à d'autres enjeux de politique publique, le changement climatique, il a cette difficulté spécifique, c'est que c'est un problème qu'on appelle parfois le problème de gestion des communs, où le coût de l'effort est individuel. Si toi, tu arrêtes de manger de la viande, tu installes des panneaux solaires, etc., eh bien, c'est toi qui vas porter cet effort, alors que les bénéfices sont collectifs. Si tu fais tout ça, tu ne vas pas sauver ton microclimat à toi, ta réduction d'empreinte carbone, ou, bon là, on va parler beaucoup de carbone, mais il y a tous les autres enjeux écologiques, eh bien, ils vont profiter à tout le monde. Et ça, par exemple, c'est pas le cas, ou en tout cas, c'est beaucoup moins le cas sur d'autres domaines de la vie publique. Par exemple, la santé. Si tu manges de manière équilibrée et que tu fais du sport, tu vas améliorer ta santé. Ouais. Il y aura peut-être un impact positif un peu sur ton entourage, mais globalement, tu vas pouvoir en tirer les bénéfices directement. Et donc, c'est moins difficile, quelque part, de convaincre de faire ce genre d'effort parce qu'on peut directement en profiter. Tandis que pour le climat, on est vraiment dans une situation de gestion des communs, de ce dilemme-là, qui parfois est appelé la tragédie des communs, où on se regarde tous en chien de faïence parce que personne ne veut faire l'effort tout seul. Ouais. Et donc, on est d'accord de contribuer uniquement si on le fait tous ensemble. Et donc, moi, cette question, elle m'intéresse énormément parce que les humains, Homo sapiens, sont une espèce, on le dit souvent, c'est une espèce sociale. Les humains sont... contrairement par exemple à d'autres, même des primates qui nous ressemblent plus, à nos cousins les plus proches, on est une espèce extrêmement sociale, notamment dû au fait que chez les humains, chez Homo sapiens, les enfants ne peuvent pas s'élever tout seuls. Ça demande énormément d'efforts. Même dans les sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs, un enfant n'atteint pas son indépendance calorique, donc ne peut pas être entièrement autonome dans sa manière de se nourrir avant ses 20 ans. Oui. Donc, en fait, il faut nourrir un humain jusqu'à ses 20 ans. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, une mère ne peut pas le faire seule. C'est pour ça que le père est aussi impliqué. Et en fait, même les parents, souvent, ça ne suffit pas. Et donc, c'est très collectif, en fait, d'éduquer des enfants, d'élever des enfants chez les humains. Contrairement, par exemple, à certains primates où c'est plié en 2 ans et une mère peut le faire toute seule. Et donc, du fait qu'on a cette structure sociale, on a besoin de faire les choses collectivement, eh bien, notre cerveau, il a tout un tas de mécanismes cognitifs qui nous permettent de gérer les relations sociales. On est équipé, il y a un petit peu comme sur un téléphone, il y a des applications qui sont préinstallées. Eh ben, nous, dans notre cerveau, il y a des applications qui sont préinstallées pour gérer nos relations sociales. Donc, j'ai évoqué rapidement avant le fait qu'on est très doué pour reconnaître des visages. Ouais. Ça, c'est un peu l'application Contact qui est préinstallée. On est fait pour enregistrer des contacts. On arrive très bien à faire ça. On est fait pour communiquer très facilement. Et on est aussi fait pour coopérer. Donc, quelque part, on pourrait se dire, on est un peu par définition l'espèce qui coopère, ou une des espèces qui coopère. La crise climatique, ça devrait être facile. Enfin, on est très doué, plié, on sait coopérer, on a déjà fait des trucs extraordinaires, on a été sur la Lune, on a construit des bâtiments incroyables, on a vraiment eu énormément d'exemples de coopération à très large échelle, ça devrait pouvoir se faire. Pourtant, c'est pas ce qu'on voit. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quelles sont un peu les conditions spécifiques pour que la coopération émerge. Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, eh bien, on va pouvoir se mettre d'accord et on va coopérer. Et qu'est-ce qui fait que dans d'autres situations, ça ne va pas être le cas. Et donc, la première caractéristique de la coopération chez les humains, c'est que c'est de la coopération qu'on appelle conditionnelle ou de la coopération réciproque. C'est si tu m'aides, je t'aide. Si tu m'aides pas, je t'aide pas. Il faut gagner quelque chose, quoi. Voilà, exactement. Et donc, on a tendance... on a besoin d'assez de preuves pour se dire que les autres sont aussi en train de coopérer.
qu'on n'est pas tout seul à le faire, et que ce soit juste à deux. Si par exemple, toi et moi, Xémir, on décide de faire un projet, on décide de planter un potager, je vais être d'accord de le faire que si j'ai assez confiance que tu vas vraiment m'aider, que tu vas aussi le faire. Et vice-versa. Si tu te dis, Mélusine, elle a l'air de pas du tout avoir la main verte et de pas vraiment s'engager, tu vas pas vouloir le faire. Et donc, on a plein de mécanismes cognitifs qui nous permettent d'évaluer à quel point les autres vont être susceptibles de nous aider ou non. Et notamment, on va évaluer quelle est la norme sociale dans notre environnement. On va se dire, est-ce que dans ce contexte-ci, est-ce que la norme, c'est de coopérer? Est-ce que les autres sont en train de coopérer? Donc, si je le fais, je vais pas perdre. Ou est-ce qu'ici, en fait, personne ne coopère? Et donc, il faut surtout pas que je fasse d'efforts parce que sinon, je vais me retrouver le dindon de la farce. Je vais être le seul à faire un effort. Et notamment, il y a une étude que j'aime beaucoup présenter en cours à mes étudiants, dont je parle souvent, qui illustre à quel point on va s'adapter à la norme sociale autour de nous, mais parfois de manière complètement inconsciente. Et donc, cette étude, c'est une étude qui a été réalisée par une équipe de chercheurs aux Pays-Bas, qui sont donc intéressés à l'effet des normes sociales sur notre comportement. Et ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils se sont installés dans une ruelle à Amsterdam où les étudiants ou les passants garaient leur vélo. Et dans cette ruelle, il y avait un grand signe, un grand panneau qui disait interdiction de faire des graffitis sur le mur. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des petits prospectus sur tous les guidons des vélos. Ouais. Et ils ont mesuré à quel point les gens allaient jeter ce prospectus dans la poubelle ou le jeter par terre. Et il y avait deux cas de figure possibles. Dans un cas de figure, il y avait le signe, donc interdiction de faire des graffitis, et il n'y avait pas de graffitis au mur. Et dans un autre cas, les chercheurs se sont amusés à faire des graffitis au mur, et donc d'indiquer, les gens, ils font pas attention à leur environnement. Et donc, ils ont mesuré ensuite le nombre de prospectus qui étaient jetés par terre, et comme on peut s'y attendre, dans le cas où il y avait des graffitis au mur, eh bien, les chercheurs ont relevé plus de prospectus par terre. Exactement. Et ça, on peut s'imaginer que c'est un truc qui se passe de manière complètement inconsciente. Ouais. C'est un peu comme, je sais pas, pour... Je suis déjà dans une déchetterie, donc en fait, à quoi bon, quoi. Voilà, en fait, c'est un peu... Souvent, on peut l'observer que quand il y a des cigarettes par terre, il y aura encore plus de cigarettes par terre. Parce que les gens se disent, en fait, les gens jettent leur clope par terre ici, je le fais aussi. Et donc, il y a cette espèce de conformité qu'on peut montrer à la norme sociale. Mais dans l'autre sens aussi, si on est dans un environnement où tout le monde fait attention, par exemple, je sais pas, si on arrive dans une bibliothèque et que tout le monde chuchote, tout le monde fait très attention, naturellement, on aura tendance à nous aussi se mettre à chuchoter et à ne pas faire de bruit. On va se sentir beaucoup plus mal si on se met à crier dans un environnement où tout le monde est très attentif et chuchote. Mais comment est-ce qu'on fait du coup alors pour porter cet exemple? Parce que c'est tout ça, on reste sur le même problème il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence et que ça devienne un modèle social et que ça devienne un modèle d'exemplarité. Voilà. Et donc ce problème, évidemment, c'est un énorme problème pour le climat parce que quand la norme sociale, elle est de polluer, de prendre l'avion, de ne pas voter pour des politiques écologiques, de ne pas s'engager, de ne pas prendre la parole au bureau pour dire en fait peut-être que notre modèle économique il est pas tout à fait compatible. Eh bien, on a un peu ce problème d'amorçage, de démarrage, où on se dit, tout le monde serait d'accord si tout le monde le fait, mais personne ne va être le premier à le faire. Et donc, il y a vraiment cette problématique de comment est-ce qu'on passe d'un état où personne ne s'engage à un état où tout le monde s'engage. Et donc là-dessus, il y a quelques chercheurs qui se sont intéressés justement à la trajectoire des normes sociales, en se disant comment est-ce qu'on peut passer d'un état, d'un état A à un état B. Et là-dessus, il y a notamment quelques études qui montrent que pour que les gens changent de comportement, ce qui est important, c'est donc quelle est la proportion des autres qui ont adopté le comportement, mais aussi quelle est la tendance. Donc si je te dis, voilà, aujourd'hui, je ne sais jamais quels sont les vrais chiffres, mais disons, il y a 10% des Français qui sont végétariens, tu vas me dire, c'est pas énorme, ça va peut-être pas être très convaincant. Mais si je te dis la proportion des Français végétariens a doublé ces dernières années, eh bien là, peut-être que ce chiffre, il est encore assez bas,
peut-être qu'il est passé de 5% à 10%, mais ça donne une indication un peu sur la tendance. Et ça, il y a certaines études qui montrent que cette information-là a tendance à faire changer le comportement. Bon, ça va probablement pas suffire, hein. Même si on faisait une grande campagne qui disait voilà, le nombre d'écolos a doublé ces dernières années, c'est pas sûr que ça suffirait pour changer le monde. Mais c'est... je vois, c'est une façon de présenter qui permet de montrer une tendance de fond. Voilà. Et en fait, de montrer cette tendance, ça donne plusieurs informations. Ça donne déjà... ça permet peut-être d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. On peut se dire, bon, si ça a doublé, peut-être que cette tendance va continuer et donc on a envie de rejoindre le mouvement. Et puis ça donne aussi une autre information de manière implicite qui est tout aussi cruciale, c'est que ça dit qu'il y a des gens qui ont changé. Les 10% des végétariens, ils ne sont pas forcément nés végétariens. En fait, ils sont devenus végétariens ces dernières années. Parce que ce chiffre a augmenté, c'est forcément qu'il y a eu un changement. Et donc, ça rend visible le fait qu'on peut changer, que c'est accessible, et qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours été comme ça. Et ça, souvent, ça fait partie parfois des obstacles à la transition écologique. C'est que certains, parfois, on a tendance à se sentir pas capable ou pas légitime pour adopter un nouveau comportement. On se dit, oui, mais les gens qui ont complètement arrêté l'avion ou les gens qui sont engagés pour un parti écologique, c'est pas des gens comme moi. Moi, je suis XYZ, je suis trop loin de ça, etc. Et donc, ce qui est important, c'est aussi de montrer que c'est accessible pour n'importe qui, qu'il n'y a pas un truc spécial chez les gens qui se sont engagés. En fait, c'est juste des gens comme toi et moi, comme n'importe qui un jour ont eu assez d'éléments en main pour le faire, mais la barrière à franchir, elle est peut-être plus basse que ce qu'on pense. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un truc où on ne voit pas suffisamment les efforts des autres, mais que les efforts existent. Est-ce qu'il y a un truc là-dessus où tu as du mal à te dire, ok, je fais... si on se dit globalement qu'on fait plus d'efforts que les autres, mais que c'est a priori pas le cas en termes de moyenne, ça veut dire qu'on ne voit pas les efforts des autres. Comment ça se passe? Pourquoi c'est possible, ça? Ouais, alors ça, c'est un truc qui est aussi très important pour la coopération, c'est à quel point les autres font un effort. Plus les autres vont faire un effort, plus on aura aussi envie nous-mêmes de faire un effort. C'est assez normal. De nouveau, si on plante un jardin ensemble, si tu me vois trimer toute la journée, tu auras aussi envie de participer de manière importante. Au moins me conformer à la norme sociale du travail qu'on fait ensemble. Voilà, exactement. Et puis, ça va donner plus de valeur. C'est comme si un ami te rend service, plus il aura mis d'efforts dedans, plus tu vas te sentir redevable, en quelque sorte. Ou pas forcément redevable, mais en tout cas content qu'il ait fait cette chose. Pour le climat, pour tout un tas d'enjeux écologiques, le problème, c'est que les comportements écologiques sont souvent très difficiles à observer. C'est plus facile de voir quelqu'un prendre l'avion que d'observer quelqu'un ne pas prendre l'avion. Bien sûr, Par définition. En fait, comme il y a beaucoup de comportements écologiques qui sont par omission, en fait, on arrête de faire certaines choses, mais à moins de porter un pins qui dit « je ne prends plus l'avion », c'est assez difficile de le voir. Pareil, il y a tout un tas d'engagements écologiques qui relèvent de la sphère privée. Si tu as rénové ta chaudière ou installé des panneaux solaires sur ta maison, c'est pareil, ça va être assez dur pour moi de l'observer. Alors, les panneaux solaires, ça peut, mais effectivement, la chaudière... Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir... en fait, il y a certaines études qui montrent que plus un comportement écologique est ostentatoire, plus il est visible, plus il va être adopté dans certains cercles. Entre guillemets, plus comme c'est, en tout cas dans une très large majorité de milieux sociaux, en fait, l'écologie, c'est plutôt perçu positivement. On a tendance, surtout en France aujourd'hui, à imaginer que tout le monde déteste l'écologie et déteste les écolos. C'est un phénomène qui est un petit peu exagéré. Globalement, la vaste majorité des gens pensent que le climat est une priorité, qu'il faut en faire plus, et même la perception des écologistes n'est pas aussi négative que certains médias aimeraient. Et ça, c'est effectivement un sujet qu'on va aborder avec Théodore cet après-midi. C'est un sujet important. Et donc voilà, donc on va avoir tendance à ne pas... il y a tout un tas de comportements qui ne sont pas visibles, alors qu'ils sont très importants. Et donc, on va sous-estimer l'engagement écologique des autres. Et ce qui va nous
faire en sorte, on va être moins motivé nous-mêmes à passer à l'action parce qu'on va pas voir tous les efforts que font les autres. Même c'est bien, tu viens de valider toute ma politique de post LinkedIn d'un seul coup. Voilà. Très ostentatoire, il n'y a pas de problème. J'ai noté, je prends en compte et j'agis. Voilà. Et d'ailleurs, il y a plusieurs ingrédients qui sont importants, mais je vais d'abord parler d'une autre étude que je trouve très intéressante, qui a été réalisée aux États-Unis, où par exemple, dans les quartiers où il y a une concentration plus importante de démocrates, qui ont donc plutôt tendance à avoir des valeurs assez écologiques. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est une étude qui a été réalisée par des économistes, c'est que dans ces endroits-là, dans ces quartiers-là, eh bien, les voitures électriques qui étaient les plus vendues, c'était des Toyota Prius. Alors, je ne sais pas si tout le monde a en tête à quoi ressemble une Toyota Prius, mais c'est, en tout cas aux États-Unis, c'est vraiment une voiture qui se démarque énormément par son design. Ouais. Disons que c'est une voiture qui est ostentatoirement électrique. Et puis dans toutes les séries américaines, le gars qui roule dans la Prius, c'est le gars qui aime pas les bagnoles mais qui veut sauver la planète. Et souvent, il y a un petit côté un peu joueur là-dessus où on se moque de gens qui roulent en Prius. Ouais. Et donc, c'est vraiment devenu un espèce de symbole de l'engagement écologique. Ouais. Et donc, ce que cette équipe d'économistes a réussi à mettre en lumière, c'est que donc dans les endroits où il y avait une forte concentration de démocrates, il y avait donc plus de ventes de Prius et qu'en fait, les consommateurs étaient prêts à payer un premium, un bonus pour avoir une Toyota Prius plutôt qu'un autre modèle de voiture électrique qui a tous les mêmes avantages, tous les mêmes caractéristiques. Je pense qu'ils avaient estimé ce bonus à quand même $8,000 ou quelque chose comme ça. Même, ouais. Donc les gens sont vraiment prêts à payer pour rendre leur comportement ostentatoire. C'est marrant, parce que c'est la question du statut, hein, toujours. Tu disais passer d'une situation A à une situation B. Dans une situation A, le statut, c'est le gros SUV 4x4. Et puis dans la situation B, ça change. Et en fait, tu veux montrer ta valeur écolo et ton statut, c'est ta Prius. Exactement. Et donc, ça devient voilà, un symbole de statut, un symbole de « je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un d'engagé, etc. » Et donc, d'ailleurs, on va le voir qu'il y a certains comportements qui sont devenus vraiment ces symboles. Enfin, aujourd'hui... tout le monde a une gourde réutilisable quand il est engagé. Et ça, c'est parce que c'est... Bon, déjà, oui, c'est bien, c'est important, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose de très visible. Et donc, si on utilise une bouteille en plastique, on sait qu'il y aura tout de suite c'est vrai, ouais, un jugement moral. Ouais. Alors que peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'acheter que de la seconde main, mais ça, c'est un petit peu moins visible. C'est moins facile de déterminer si quelqu'un achète ses vêtements de seconde main ou pas, alors que potentiellement en termes d'impact écologique, c'est beaucoup plus important. Ouais. Mais donc on va voir que plus un comportement va être ostentatoire, plus il va être facilement... ça va être plus facile d'être motivé à adopter parce que la norme peut très vite se propager, parce que tout le monde peut un peu monitorer le comportement les uns des autres. Du coup, ça m'amène à une équation que tu mettais dans ta thèse sur... alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as créée ou si elle existait déjà, mais sur la motivation à faire le changement qui est égale en fait, à la perception du danger, donc c'est-à-dire qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais risquer. Notamment là, dans le cadre du potager, c'est est-ce que Mélusine elle va vraiment m'aider si je m'associe avec elle et si on coopère, ou est-ce que je vais me taper de bêcher tout le potager tout seul. Peut-être qu'on va commencer par un petit potager, Mélusine, si tu veux bien. Donc, cette perception du danger, moins l'effort perçu. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça va être compliqué de créer ce potager et qu'est-ce qu'on va en recevoir? Est-ce qu'en fait, les tomates qu'on en sortira, on arrivera à en faire 2 repas, ou est-ce qu'on arrivera à se nourrir tout l'hiver avec des conserves? Et l'efficacité perçue, donc c'est-à-dire, est-ce que ça a été facile, ou est-ce que pour l'effort que j'ai donné, le résultat me convient? Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir juste valoriser en fait ça dans une équation. On connaît beaucoup les équations de Naval Ravikant. Enfin, moi, je les connais parce que je fais partie du milieu entrepreneurial parisien, mais de Naval Ravikant sur la valeur perçue de ce qu'on produit. Et je trouve que cette équation-là, sur la motivation à changer, elle est encore plus intéressante de ce point de vue-là. Mais effectivement, ce que j'ai essayé de vulgariser, entre guillemets, avec cette équation, hein, c'est pas une réalité neurologique dans le cerveau absolu, mais c'est un peu d'essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action pour quelque chose, quels sont un peu les ingrédients de la motivation, donc, comme tu l'as expliqué. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le domaine du climat et même de l'écologie au plus large, on s'est énormément concentré dans la communication sur le risque perçu.
On s'est dit, pour que les gens passent à l'action, il faut qu'ils aient peur. Il faut qu'on leur dise, la maison brûle, tout va mal, etc. Et ça, effectivement, c'est vrai. C'est important. Si on se dit qu'il n'y a pas de problème, on va pas passer à l'action. Moi, j'utilise souvent la métaphore du médecin parce que pour moi, elle me semble intuitive. Je ne sais pas si elle l'est pour d'autres gens, mais moi, c'est intuitif. Le degré en plus, tu veux dire non, en plus, l'idée que si on va chez le médecin et qu'il dit oui, c'est pas très grave, que tu fumes, quelque chose comme ça, on va peut-être pas être très motivé à changer de comportement. Si le médecin nous dit c'est hyper grave, en fait, c'est en train de ruiner tes poumons et tu vas avoir le cancer, clairement, on va être plus motivé à faire quelque chose. Mais sauf que rien que le risque perçu, en fait, ça suffit pas. Parce que s'il y a un risque, mais qu'on se dit qu'on n'a pas... que l'effort pour adresser ce risque est insurmontable, par exemple, qu'en fait, arrêter de fumer, c'est vraiment, ça demande beaucoup trop d'efforts, eh bien, on va pas le faire. Et puis, si on se dit, d'accord, je vais arrêter de fumer, mais en fait, ça va servir à rien, dans tous les cas, je vais avoir le cancer, pareil, on va pas être motivé. Et donc, parler du risque, mais sans s'attaquer à réduire l'effort ou à convaincre les gens qu'en fait, ça sert à quelque chose, eh bien, ça peut parfois être contre-productif parce que ça peut donner une situation d'impuissance où on se dit, en fait, peu importe ce que je fais, ça ne servira à rien. Et alors, je ne sais pas si vous en avez parlé avec Amélie Deloffre ou pas, mais il y a un certain nombre de la population, une certaine tranche de la population française où son attitude face au climat, c'est trop tard. Et en fait, c'est pas négligeable. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais il me semble que c'est quelque chose comme 2 Français sur 10 qui se disent de toute façon, ça sert à rien. Et ça, en fait, c'est extrêmement triste parce que c'est toute une tranche de la population qui est très concernée. C'est pas des gens qui sont dans le déni du changement climatique ou ce genre de choses. Ce sont souvent des gens qui sont très concernés, qui aimeraient voir les choses changer, mais qui se disent, en fait, peu importe ce qu'on fait, ça sert à rien. Et donc, déjà, souvent, c'est très désagréable d'être dans cette situation-là. D'un point de vue psychologique, l'anxiété climatique, souvent, elle vient du sentiment d'impuissance. Et en plus, entre guillemets, c'est énormément d'énergie qui est gâchée. En fait, c'est plein de personnes qui, si on communiquait mieux, si on donnait les moyens d'agir, pourraient énormément contribuer à la solution. Et donc, dans cette équation de la motivation, ce qui est important, c'est perception de l'effort. Et donc, il faut se dire, voilà, comment est-ce que je réduis l'effort ? Un peu comme quand quelqu'un arrête de fumer, on lui donne des patchs pour que ce soit plus facile. On lui donne peut-être un groupe de soutien, on lui donne peut-être une application qui va lui dire « Bravo, en 5 jours, tu as réduit de 50% le goudron dans tes veines, etc. » Mais tout ça, ce sont des aides pour rendre l'effort beaucoup plus... pour diminuer l'effort. Et puis, l'efficacité perçue, c'est de se dire, voilà, ça sert à quelque chose. Et ça, c'est un peu le truc qui est le plus compliqué pour le climat parce que c'est très dur de voir... C'est très long terme, ouais. C'est très long terme. C'est très abstrait comme problème, en fait. C'est pas parce que tu as arrêté de fumer et de polluer un petit peu de ton air que tu vas pouvoir aller faire un footing hyper bon 3 jours plus tard, quoi. Exactement. Et puis même, je sais pas, j'achète uniquement des choses seconde main. Il n'y a pas la température qui baisse dans mon appart. Ouais. C'est très indirect, en fait. Et justement, et comme c'est un problème de gestion des communs, ça dépend de l'action de tellement de personnes que j'ai pas un peu cette satisfaction immédiate de j'ai fait quelque chose et hop, j'ai contribué à la solution. Il y a pas, c'est pas la même chose que quand on essaie d'être plus sportif, on a fait une séance de sport, on sent ses muscles, quoi. On se dit ça revient à quelque chose. Là, on n'a pas du tout ce retour sur notre action. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'essayer de rendre plus visible, de rendre plus concret l'efficacité de nos actions. Et donc d'aller communiquer là-dessus, de dire mais non, en fait, ça marche. Aller voter, aller aux urnes, c'est important, ça marche. S'engager dans une asso, ça marche. Parler du climat à ses collègues pour essayer de un peu faire changer la politique de son entreprise, c'est utile. Et donc ça, c'est vraiment un effort de design et de communication pour rendre les étapes intermédiaires, tous les petits échelons plus visibles pour qu'on ait ce sentiment d'agentivité, donc c'est ce sentiment d'avoir servi à quelque chose, d'avoir contribué à la solution. Il y a peut-être un truc aussi à essayer de mieux repérer, ces effets qu'on a. Pas se dire, donc c'est-à-dire une fois qu'on a eu une conversation avec ses parents, une fois qu'on a eu et qu'on voit qu'il y a des petits changements, essayer d'être conscient des changements qui ont été engagés.
Parce que je pense que du coup, c'est peut-être des choses qu'on voit peut-être pas ou sur lesquelles on fait peut-être moins attention. Mais ça peut être intéressant aussi de peut-être s'ouvrir plus, ou se dire tiens, est-ce que ça c'est moi qui aurais pu le produire grâce à ce que j'ai fait, la conversation qu'on a eue, ou genre des choses. Voilà, de conscientiser son impact, c'est très important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent un peu une tension entre la volonté de vouloir conscientiser cet impact et de se dire de ne pas être naïf non plus. C'est un peu, on voit ça dans plein de domaines, même de lutte, par exemple l'engagement féministe, où souvent les gens qui disent oui, mais la situation, elle s'est quand même vachement améliorée, il y a quand même beaucoup, je sais pas, il y a moins d'agressions sexuelles qu'avant, etc. Mais les personnes qui ont un peu un regard optimiste, eh bien quelque part on se dit ces personnes-là, elles sont pas vraiment engagées, elles se rendent pas compte du problème, etc. Et donc d'avoir un peu ce discours parfois de dire non mais ça marche, ça peut être perçu comme si on justifiait le système, comme si on disait c'est bon, on a fait assez. Donc il y a même un peu cette tension sociale où être optimiste, dire des choses, c'est bien, ça avance, ça peut avoir un coût, parce que les autres vont se dire en fait Xavier il pense que tout va mieux, que c'est bon, il n'y a plus rien à faire, tandis que les gens qui vont être plus catastrophiques, eh bien on va avoir l'impression qu'ils sont plus concernés, qu'ils sont plus engagés. Mais par contre en termes de motivation c'est important, si on veut garder la machine en route, si on veut qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent, il faut réussir à montrer que c'est un problème extrêmement grave, qu'il y a énormément de choses à faire, mais que agir, c'est efficace. Qu'en fait, on a les moyens d'améliorer les situations. Et comme tout le monde le dit très souvent dans ce milieu, chaque dixième de degré compte. Et donc, il faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Ouais. Et chaque vote compte. On en parlait juste avant. 9 juin, européenne. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à un autre truc que je voyais en lisant le résumé de ton papier, c'est l'écart entre l'intention et l'action. Le truc que tu appelais le belief action gap, je crois, un truc comme ça. Exactement. Où en fait on a cette intention, mais l'action qui en découle, si la motivation est pas forcément suffisante, ou si on a l'impression que les autres ne font pas assez, donc effectivement dans cette équation c'est la motivation qui découle de ce qu'on a l'impression que les autres font, où il y a un vrai écart entre l'intention d'agir et l'action en elle-même. Oui. Et effectivement, et ça c'est donc de nouveau un phénomène qui touche plein de domaines de la vie. C'est pas uniquement dans le climat qu'on a un fossé entre nos intentions et nos actions. Je pense qu'on a peut-être déjà tous vécu une situation où on s'est dit ça je veux vraiment faire, je vais appeler plus souvent mes parents, ou je vais mieux m'occuper de mes plantes, ou j'en sais rien. Et puis ça se traduit pas toujours par des actions concrètes. Et donc effectivement il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent contribuer à ce fossé. Il y a évidemment, c'est important d'en parler, il y a tout un tas de facteurs qui n'ont rien à voir avec la psychologie, qui peuvent être des facteurs plus d'ordre exogène, exogène, structurel, ou par exemple, peut-être qu'on a envie on en parle beaucoup en France, de changer son moyen de transport pour se rendre au boulot. Si on n'a pas d'alternative, s'il n'y a pas de piste cyclable, s'il n'y a pas de transport public, etc., en fait, on n'a pas les moyens de changer. Et donc ça, c'est important de ne pas toujours individualiser un problème qui est structurel. Et donc de se dire, c'est pas... c'est comme quand on n'a pas accès à la nourriture saine, parce qu'on a fait n'importe quoi avec notre système agroalimentaire, c'est pas de la faute de l'individu qui ne mange pas sainement, c'est la faute du système. Cela dit, il y a tout un tas de domaines où en fait on a parfois la possibilité d'agir, et là on a un certain nombre de freins qui peuvent être psychologiques, et donc ça peut être ce dont on a déjà parlé. On n'a pas assez de motivation parce que peut-être qu'on ne perçoit pas le problème comme assez important. On se dit oui, mais au final c'est pas si grave. On se dit qu'on n'a pas ça demande trop d'efforts, ou alors que la solution elle est pas si efficace que ça. Et là on retourne dans tout ce qui était la partie plus coopération sociale. On peut se dire oui, mais à quoi bon si les autres font rien, ça ne sert à rien que je fasse quelque chose. Ouais. Écoute, hyper intéressant. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de les trois grands sujets, en fait, les trois grands mécanismes de ce que tu appelles la cognition sociale. Donc le premier, en fait, c'est détection des normes, c'est qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce que je fais de pareil qu'eux. Donc en fait, on se disait, si on dit 10% des gens sont écolos,
ça paraît pas une vraie norme. En revanche, si tu dis le nombre d'écolos a doublé, ça devient une tendance, une norme, et donc on s'y associe. Le deuxième, c'était la gestion de la réputation. Et donc là, c'est ce qu'on disait sur la fameuse Prius, où tu as une sorte de statut autour de tes valeurs et de ce que tu as envie de colporter comme image de toi. Et le dernier, c'est ce fameux calcul de l'équité, où si toi tu bouges, si les autres bougent, et c'est cette fameuse équation de la motivation. Oui, et l'équité, je dirais, peut-être pour compléter un tout petit peu là-dessus, c'est donc si les autres font quelque chose, norme sociale, moi je veux peut-être faire quelque chose. Et donc, on a cette idée que ça doit être à la hauteur de nos moyens, et à la hauteur de la contribution au problème. Et donc ça, c'est un peu tout le problème quand on demande aux gens d'arrêter de prendre leur voiture, mais qu'il y a encore des personnes qui utilisent un jet privé. Eh bien ça nous paraît extrêmement inéquitable. Ouais. On se dit, il y a des gens qui ont un laissez-passer. C'est un petit peu comme si, pendant le confinement, en fait, on n'avait pas demandé à tout le monde de se confiner. Il y a des gens qui étaient confinés chez eux, et puis les gens qui avaient beaucoup d'argent, eux, ils avaient le droit de continuer à aller jouer au golf et dans des parcs. On aurait trouvé ça intolérable comme situation. Eh bien, en fait, il y a un certain nombre de politiques climatiques qui, mais parfois de manière accidentelle, vont un peu dans ce sens-là, où on demande un effort, par exemple, si on taxe le carburant, voilà, évidemment l'exemple des gilets jaunes, qui vont particulièrement affecter les couches défavorisées, alors qu'il y a énormément d'activités très émettrices, comme prendre l'avion, qui ne sont pas du tout incluses dans cette taxe. Et donc ça, pour notre condition humaine, elle est faite pour qu'on soit d'accord de coopérer si les autres coopèrent. On est plus motivé à coopérer si notre réputation en jeu, si c'est visible. Donc c'est le deuxième élément. Et aussi si cette coopération, elle est faite de manière équitable. Si on plantait ensemble toujours notre fameux potager et en fait, moi j'ai planté une tomate et je repars avec les 3/4 de notre récolte, on se dirait que c'est pas très équitable. Et tu serais peut-être pas très motivé à le faire. Donc, il suffit pas que je sois venu le jour J planter le potager. Il faut aussi que l'effort soit et que les bénéfices soient répartis de manière équitable. Ok, très très clair. On s'était dit en préparant cet épisode qu'on ne voulait pas lister les freins psychologiques et les mettre les uns à la suite des autres et en faire une liste en bullet point. Mais est-ce que tu en as quelques-uns de façon très très claire? Moi, j'en avais noté quelques-uns, tu vois, genre... se dire un frein, ça peut être la distance psychologique, donc on en a un peu parlé, c'est-à-dire se dire que le problème est très lointain, il est difficilement individualisable, je ne sais pas si ça se dit. La fatalité, donc ça tu en as parlé, des gens qui disent en fait c'est trop tard. Est-ce qu'il y en a d'autres des freins psychologiques comme ça qui sont notables? Je pense qu'il y a, je dirais qu'il y a encore deux grands un peu domaines dont on pourrait parler. Donc, tout ce qui est sur la communication, sur l'information. Ouais. Je ne sais pas, peut-être que dans les personnes qui écoutent ceci, il y en a qui sont engagées dans des métiers liés à la transition écologique et qui doivent régulièrement communiquer sur ces enjeux. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut avoir bien en tête quand on communique, c'est que la manière dont on va transmettre une information va énormément conditionner comment elle est reçue, comment elle est comprise. Donc, je peux te donner la même information de plusieurs manières différentes. Son impact ne va pas du tout être le même en fonction du format. Voilà, par exemple, si je parle d'un réchauffement de 1,5 degré, ton cerveau, il va se dire, OK, c'est quoi mon expérience passée de 1,5 degré? Si j'augmentais le thermostat de 1,5 degré, est-ce que ce serait si grave que ça? Peut-être pas. Si je parle, en revanche, d'une augmentation du nombre de jours de canicule, là, tout de suite, ton cerveau, il se dit, OK, canicule, j'ai déjà vécu ça, c'était quand même pas ouf. Si on passe de 10 jours de canicule par an à 30 jours de canicule par an, c'est pas très agréable. Ouais. Et en fait, quelque part, c'est la même chose, parce que le 1,5 degré de réchauffement, c'est en moyenne, et ce que ça veut dire, c'est plus de jours de canicule, en tout cas en France. Et donc, mais par contre, ce qui va être beaucoup plus percutant, ce qui va être beaucoup plus mémorable, ça va être peut-être le nombre de jours de canicule, parce que ça, c'est... la manière dont on va traiter cette information, on va se baser sur nos expériences passées, donc ça va être plus impactant. La manière dont on communique aussi sur les ordres de grandeur. Donc ça vient un peu à quel point est-ce qu'on percevoir la crise climatique comme quelque chose à l'échelle individuelle. Si je parle de l'empreinte carbone de la France, même moi, j'ai même plus le chiffre en tête. Alors 400 millions de tonnes à peu près. Voilà, 400 millions de tonnes, mais qu'est-ce que ça veut dire 400 millions de tonnes? Moi, j'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est 400 millions de tonnes. Je sais pas, ça doit faire beaucoup d'éléphants ou beaucoup de paquebots, mais c'est assez difficile de se représenter, c'est assez difficile de se dire est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup. Par contre, si on passe à une échelle individuelle, on se dit voilà, en fait la moyenne en France, c'est 10 tonnes par an,
et l'objectif, c'est 2 tonnes en 2050. Bon, mais ça, c'est les ordres de grandeur que je peux plus manipuler et je peux avoir un peu une idée de, OK, qu'est-ce que ça veut dire dans mon style de vie. Et même, moi, j'aime bien, j'ai un ami qui m'a donné cette métaphore récemment. En fait, 10 tonnes par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près 30 kilos par jour. Et donc, c'est comme si tous les jours, toi et moi, on avait 2 grands seaux de 15 litres remplis de carbone et que, hop, on les versait dans l'atmosphère tous les jours. Hop, on a nos 2 seaux de 15 litres qu'on déverse dans l'atmosphère. Et tout le monde en France est en train de faire pareil. Et en fait, il faudrait arriver à ce que ce soit plutôt 3 litres par jour. Et donc, il faut trouver des manières pour réduire ça. Et en fait, c'est ça l'effort qui est demandé. Et je trouve que ça donne un peu une idée aussi de à quel point certaines techniques, on se dit on va planter des arbres, ça va suffire. Bon, mais il faut quand même des arbres qui absorbent ces 30 litres de CO2 par personne par jour. Et là, on se rend tout de suite compte que ça doit faire beaucoup d'arbres qui absorbent autant de carbone. C'est qui ce gars qui avait décidé de porter tous ses déchets pendant 1 mois et demi ou 2 mois, tous les déchets de ce qu'il avait... Il y a un peu de ce truc-là, c'est vrai. Voilà, et donc ça permet en fait de rendre beaucoup plus visible, beaucoup plus intuitif des informations qui peuvent être parfois trop abstraites, et donc de ramener ça à des échelles individuelles. Eh bien, c'est des quantités qu'on a l'habitude de manipuler, et surtout, ça c'est important, il faut que ce soit compréhensible, mais il faut aussi que ce soit mémorisable. Parce que si je te donne une information, mais 5 minutes après tu l'as oubliée, mais ça va pas être un facteur dans tes décisions futures. Parce qu'elle sera plus dans ton cerveau, cette information. Et pour que quelque chose nous affecte, il faut que ça reste dans notre cerveau, que ce soit quelque chose où dès que je vais penser à ce sujet, hop, ça va apparaître dans mon esprit. Donc ça peut être effectivement ce fameux, donc revenir à l'échelle individuelle des 10 tonnes. Ça peut aussi être, si on a envie absolument de mentionner ce 1,5 degré, donc une métaphore un peu forte, où on se dit, bah voilà, 1,5 degré, planète, ça te paraît pas énorme, c'est peut-être un t-shirt, mais en fait, c'est à l'échelle d'un corps. 1,5 degré, c'est la différence entre t'es en bonne santé et puis t'es complètement amorphe et au fond du lit. Exactement. Et en fait, moi, je trouve que cette métaphore est très forte parce que c'est un parallèle individuel, mais qui montre aussi la globalité du 1,5 degré à côté. Et ce que ça peut, en fait, la puissance de ce que c'est que juste ces 2 chiffres, quoi. Oui, exactement. Et donc, voilà, c'est comment mettre ça, à chaque fois, essayer de trouver des liens avec des choses qui existent déjà dans notre cerveau. C'est beaucoup plus facile de se rappeler quelque chose qu'on sait déjà. Et par exemple, on sait déjà qu'avoir de la fièvre, c'est pas bien. Et donc, si on peut venir s'appuyer sur des choses qui sont déjà intuitives, eh bien, ça va être beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc ça, je dirais un peu, ça c'est sur le volet plus de la communication. Il y a encore plein les sciences cognitives sont un champ tellement vaste qu'on pourrait encore parler pendant des heures là-dessus et encore plein d'autres questions sur lesquelles moi je ne suis pas du tout experte. L'autre grand domaine qui est important et qui affecte notre comportement écologique, notre engagement, c'est tout ce qui est lié à la compétition plutôt et au statut social. Donc on a parlé beaucoup de coopération, mais évidemment on n'est pas une espèce qui fait que coopérer, on est aussi une espèce qui est en compétition. On fait de la compétition les uns avec les autres pour attirer des partenaires, pour même en fait de la manière dont on coopère, parfois c'est compétitif. Au boulot, on a envie d'être le meilleur pour être choisi par son boss, etc. Et donc on va faire énormément de choses pour être en compétition avec les autres. Et notamment, ça va passer parfois par de la consommation ostentatoire pour montrer notre valeur aux autres. Donc, on va s'acheter une belle montre, un SUV, ce genre de choses pour montrer notre valeur. Et sauf que cette dynamique de compétition, en fait, c'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Où si toi, tu t'achètes une belle montre, tout d'un coup, tu auras un peu plus de statut que moi, mais sauf que si je m'achète aussi une belle montre, en fait... Le statut est équivalent. On est équivalent. Et donc, on sera content parce qu'on aura une montre, on aura l'heure, ça c'est cool, mais en fait, le côté statut, j'aurai plus d'avantages par rapport à toi, et vice-versa. Et comme on le fait pour de la compétition, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a dans l'absolu, c'est ce qu'on a par rapport aux autres. Et donc, ça peut donner lieu à ce qu'on appelle parfois des cascades de consommation, où en fait, il va y avoir une espèce de course à toujours plus pour être toujours au-dessus des autres, mais qui, en termes de bien-être, en termes de bonheur, nous laisse tous au même endroit. Et donc, on va voir ça dans un certain nombre de domaines où les conditions matérielles se sont améliorées. On vit dans des maisons de plus en plus grandes, on conduit des voitures de plus en plus lourdes, on a de plus en plus de vêtements.
Mais fondamentalement, si on compare notre satisfaction avec ces objets, elle a probablement pas énormément évolué, parce que comme on a tous gagné, en fait, si tout le monde avait 2 tenues par an de vêtements, probablement personne ne se poserait la question. Enfin, tout le monde a fait ça avant nous. Et ils se sentaient pas particulièrement déçus, tristes de leur garde-robe, vu que tout le monde était dans la même situation. Dans ta recherche, tu prends l'exemple de la surface des maisons aux États-Unis. Exactement. Où la surface moyenne des maisons est passée de 150 mètres carrés, je crois que c'est 2000 pieds carrés, donc je sais pas combien ça doit faire, 150 ou 180, à plus de 230. Ouais. Donc on parle de moyenne, donc ça fait 50 mètres carrés en plus, donc ça veut dire en moyenne il y a quand même 2 salons de différence aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans. Ou un appart parisien. Ou l'équivalent d'un appart parisien. En plus. Et que la satisfaction n'a absolument pas bougé par rapport à ça. Ouais. Exactement. Mais qu'est-ce que tu dis du coup, par exemple, moi j'ai plusieurs amis qui s'achètent des montres parce qu'ils aiment la belle horlogerie, ils refusent cette idée que c'est pour du statut et ils disent que c'est pour la beauté de la conception. Effectivement, et souvent, et l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est, ce qui est souvent est pertinent, c'est de dire voilà, il y a des choses qui sont très belles en soi, mais alors si c'est juste pour la beauté, peut-être que ça n'a pas besoin d'être neuf. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être acheté. Peut-être que si c'est juste la valeur utilisation, peut-être que ça peut être loué. Il y a un certain nombre de choses où en fait on n'est pas obligé de les posséder. Et le fait qu'on veuille les posséder, c'est plus pour montrer aux autres qu'on les possède. Et donc si les gens sont vraiment sérieux sur le fait que c'est uniquement pour la beauté, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire pour quand même réduire l'impact. Et en fait, et ça, c'est quelque chose qui est vrai de manière générale avec la psychologie, c'est qu'on est assez mauvais pour comprendre nos motivations. En fait, notre conscience, notre conscience de soi, elle est très douée pour donner des bonnes raisons aux autres gens. Elle est très douée on est très fort pour justifier nos trucs, genre je fais ça, voilà, je m'achète une montre parce qu'en fait j'aime vraiment l'horlogerie. Ou je prends l'avion, mais c'est pour visiter mon grand-père qui est malade, etc. Par contre, on est beaucoup moins doué pour une introspection très réelle pour comprendre les raisons profondes de ce qu'on fait, qui parfois n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'on va utiliser comme raison sociale pour justifier nos actions. Tu veux dire, on se ment à nous-mêmes, quoi. Voilà. Et en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose. On n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi on fait les choses pour les faire. Ça n'a pas besoin d'être conscient pour les faire. C'est un peu... on ne sait pas pourquoi on a faim. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans notre estomac. On sait juste qu'on a faim et on le fait et c'est suffisant, entre guillemets. Et ça, c'est le cas pour énormément de domaines dans la vie. Donc souvent... ça, c'est un vrai enjeu en recherche, en psychologie cognitive. C'est que quand on pose des questions aux gens de pourquoi est-ce qu'ils font, en fait, on ne peut pas forcément se fier à leurs réponses. Et donc, on va devoir développer des stratégies pour essayer de voir vraiment qu'est-ce qui a poussé ce comportement. Et donc, par exemple, sur l'exemple des montres, pour se dire, voilà, OK, pourquoi est-ce que les gens achètent des montres ? On pourrait leur poser la question. Et là, peut-être qu'on aurait la réponse, voilà, c'est un mécanisme d'une extrême qualité, j'aime beaucoup, etc. Donc, on pourrait s'en arrêter là. Ou une autre manière qu'on pourrait faire, c'est de faire varier par exemple le côté ostentatoire de la montre et par exemple de dire en fait je sais pas, je m'y connais pas très bien en montre, donc je sais pas, Swatch, imaginons que Swatch c'est moins prestigieux que une autre marque. En fait, Swatch a fait une montre qui d'un point de vue technique est hallucinante. Il y a un mini réacteur nucléaire dedans, j'en sais rien, mais par contre c'est Swatch, c'est moins stylé. Et voir est-ce que la personne irait acheter cette nouvelle montre, ou en fait ce qui comptait quand même, c'était un peu la marque et un peu le côté prestige. Et donc, si on fait varier ces paramètres-là et qu'on observe le comportement des individus avec ces paramètres, eh bien, ça nous permet de vraiment aller aux raisons profondes qui ont motivé ce comportement et dont les gens n'ont pas forcément conscience. Mais donc, c'est un vrai enjeu de recherche d'aller trouver des manières un peu intelligentes, un peu fines, de faire varier les paramètres pour voir qu'est-ce qui compte vraiment dans les actions des gens. Écoute, merci beaucoup. Ça fait 1 heure qu'on enregistre. Super. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager Peut-être une dernière chose sur l'importance des sciences cognitives. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de psychologie, de sciences cognitives pour l'échelle individuelle.
On se dit, développement personnel aussi, où on se dit, comment est-ce que les sciences cognitives, comment est-ce que la psychologie peut nous permettre de passer à l'action pour le climat, peut nous permettre de changer de mode de vie, de mode de transport, etc. Évidemment, c'est vrai, et c'est important. Déjà, c'est important qu'on change de mode de vie. Et les sciences cognitives ont des clés à apporter là-dessus. Mais ça s'arrête par là. En fait, l'étude de la psychologie, l'étude de comportement, elle est aussi très pertinente pour faire changer le système. Si on veut faire en sorte qu'on vote pour des lois écologiques, il faut comprendre la psychologie des gens. Il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va être en faveur ou pas d'une loi, comment est-ce qu'on peut adapter l'action publique au comportement des individus, à la nature des individus. Pareil pour moi, un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'activisme au climat. Ouais. Qu'est-ce qui fait... Et il y a un peu deux questions. Il y a qu'est-ce qui fait que les gens s'engagent, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se réveille un jour et se dit « je veux devenir activiste ». Et qu'est-ce qui rend l'activisme efficace? Quelles actions activistes sont le plus susceptibles de faire bouger le système? Et en fait, il y a de la psychologie dans tout ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va s'engager? Est-ce que c'est lié à sa trajectoire personnelle? Est-ce que c'est lié à son cercle social? Est-ce que c'est parce qu'il est ami avec des activistes et c'est ça ce qui va se faire passer à l'action? Est-ce que ça naît de la colère? Est-ce que ça naît de l'injustice? Est-ce que ça naît de l'efficacité? Où les gens se disent, en fait, quelque part, quand on est activiste, c'est qu'on est optimiste, parce qu'on se dit, je peux faire bouger le système. Et donc ça, c'est tout un ensemble de questions. Et puis pareil, sur qu'est-ce qui est le plus efficace? Si demain, je sais pas, on a envie de faire en sorte qu'une banque française comme BNP arrête complètement le financement des énergies fossiles. Alors évidemment, étudier le droit, étudier la finance, tout ça, c'est des outils très importants, mais aussi étudier la psychologie des gens qui travaillent à la BNP, de se dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette conversation puisse avoir lieu dans le conseil d'administration. Eh bien ça, il y a des normes sociales, il y a de la réputation, il y a de la perception du risque, il y a plein d'enjeux psychologiques aussi. Et donc, c'est pas uniquement pour faire changer le comportement de consommateur qu'on a besoin de psychologie, c'est pour faire changer pour comprendre le comportement de citoyens, d'employés, de membres d'une communauté, etc., où la psychologie est pertinente. Et il y a encore énormément de recherches à faire là-dessus. Écoute, merci beaucoup, c'était super intéressant. Cet épisode, donc, il fait partie de cette liste de 3 épisodes. On les mettra ensemble dans une playlist, alors pas à part, mais ils auront leur petite catégorie. On l'appellera psychologie, je pense. Donc, si vous cliquez sur psychologie sur le site web, à partir de la semaine prochaine, vous aurez ces 3 épisodes-là. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'ici dans l'écoute de l'épisode. Si vous êtes encore là au bout d'1 heure, c'est que vous êtes notre auditeur préféré. N'hésitez donc pas à laisser des étoiles, à laisser des commentaires, à vous connecter sur LinkedIn avec Mulzine, avec moi, à nous faire part de ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça nous fait toujours très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à m'envoyer des messages sur LinkedIn pour me dire ce que vous pensez des épisodes et je trouve ça très très cool. N'arrêtez pas. Quant à moi, je vous retrouve dans une dizaine de jours pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.